les séances de vote, les initiatives parlementaires. Et nous avons décidé d'aller plus loin avec Talata à la pluie, ces projets qui visent à co-construire des initiatives avec les citoyens et les députés sur des questions concrètes. Ça, c'est la 3e édition, parce que nous avons une première édition qui, on a parlé des gestions de déchets ménagères, des chefs des rues, de l'insécurité urbaine. La 2e édition, nous avons parlé de l'aménagement du territoire. Et cette 3e édition, c'est sur la protection des mineurs face aux jeux des hasards. Comme je le disais, donc ces projets, c'est pour renforcer l'engagement civique et politique, et aussi accroître la qualité et la transparence du débat au niveau de nos institutions. Alors, pourquoi nous avons choisi la thématique? Parce que nos jeunes, parfois très jeunes, s'initient au pari foot, au jeu des hasards, souvent sans aucune protection. Qui vont porter des initiatives parlementaires qu'on a co-construit avec les participants, qui est de la circonscription de Bounianville, en Ituri. Il est groupe parlementaire non inscrit. Il est de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, ECOFIN. C'est son 2e mandat. Nous avons l'honorable Merci. Alors, il est de la circoncision des groupes. Aux différentes interventions des différents groupes sur la problématique de la protection des mineurs face aux jeux de hasard. Vous êtes élu du peuple, vous vivez parmi ce même peuple et vous connaissez la réalité de ces jeux de hasard quand on parle, surtout quand on épingle les mineurs. Alors, selon votre approche, quelle serait la cause ou les causes de cette addiction des mineurs aux jeux de hasard et comment éradiquer? Honorable Irakan a parlé qu'il fallait protéger les mineurs. Il fallait investir dans les mineurs. Alors, si on doit interdire les jeux de hasard aux mineurs, en remplacement, que proposez-vous? Donc à la place des jeux de hasard, que proposez-vous? On va formuler des recommandations et ces recommandations ne sont pas appliquées. Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà du cadre de concertation, passer à l'action? Et je rentre même dans l'objectif de Eboudeli, c'est accroître l'engagement civil et politique. Est-ce qu'il ne faut pas aller auprès de gens qui sont aujourd'hui accros aux paris sportifs ou aux jeux du hasard? Il ne faut pas aller vers ces personnes-là. Et vous ne sentez pas que l'État a un peu démissionné de ses différentes responsabilités? Si ces gens, ce jeune s'adonne au jeu du hasard, c'est parce qu'il n'y a pas d'occupation. C'est parce que les parents ne savent plus subvenir à leurs besoins. La pauvreté et tout ce qui va avec. Et conséquence, aujourd'hui, c'est près de 41% des personnes qui jouent au paris sportif qui finissent par avoir des problèmes au niveau mental. L'angoisse, cette attente d'avoir un meilleur résultat qu'on n'a pas. J'ai mise 6 000 francs. Je m'attends à gagner 1 million de francs congolais. Au-delà de tout ça, voilà les différentes préoccupations. Je crois que c'est aussi une question que je pose à Eboudeli. Pourquoi seulement de jeunes? Alors que même les femmes sont exposées à ça. Et surtout à Kinshasa, quand vous circulez, moi je vis pratiquement à la cité, j'ai pas honte de le dire. Quand je sors chaque matin, en tout cas, c'est compliqué. Pourquoi seulement le jeune? Pourquoi pas toute la population, et surtout les Kinois? Comme champion de hackathon 3e hackathon de Eboudeli pour la protection des mineurs, pourquoi? C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre engagement? Que chacun de vous puisse me répondre par rapport à cette question. Et comment allez-vous s'y prendre pour que cet engagement ne puisse pas rester une lettre morte?
Je vais directement répondre, parce que nous sommes dans un contexte, je dirais, un peu différent des pays qui fonctionnent normalement. Bon, il faut aussi voir l'aspect que en RDC, on est au moins 70% d'une population jeune. Si je donne les chiffres, on est à près de 11 millions de jeunes situés entre 0 et 18 ans. 0, 19 ans, 0, 20 ans. Donc, on a près de 7 à 8 millions de moins de 18 ans à pouvoir protéger. C'est là même le sens et la motivation qui nous pousse à adhérer à ces projets. C'est très important. Donc, vous savez, si vous avez autant d'enfants qu'il faut protéger, qui sont dans notre pays, et si nous ne les encadrons pas, bien évidemment on est des parlementaires, si nous ne suivons pas l'exécutif pour pouvoir bien encadrer ces enfants, je crois que demain nous allons gérer des situations catastrophiques et on ne saura pas s'en sortir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est vraiment motivé. Donc, vous avez cherché à comprendre comment nous allons investir dans ces mineurs-là. Qu'est-ce que nous proposons en cas d'interdiction de ces jeux de hasard? Évidemment, nous, on est législateurs, on est parlementaires, on se limite à des initiatives parlementaires, mais nous les adressons au gouvernement. Donc, il appartient au gouvernement de nous rassurer que les enfants sont bien protégés pour le bien de notre nation. C'est très important. Donc, notre énergie, notre investissement, c'est veiller à ce que la loi soit conforme pour protéger ces enfants-là et pour les encadrer. Il y a aussi autre chose, c'est le jeu des hasards, parce qu'il y a l'aide de vous qui a soulevé, il y a aussi des adultes qui jouent. Ça produit aussi de l'argent. Donc notre rôle, c'est de savoir aussi, est-ce que ces sociétés qui organisent ces jeux, est-ce qu'elles sont en règle vis-à-vis de l'État congolais? Est-ce que l'État congolais gère bien cet argent qui est généré par les jeux de hasard? Pour les gens qui ont vécu dans les années 70, dans les années 80, ils sauront que l'argent des jeux de hasard a même investi aussi à travers la République. Donc, il y a des hôpitaux qui ont été financés pratiquement par l'argent des jeux de hasard. Il y a des maisons de l'État qui ont été construites par l'argent des jeux de hasard. Donc ça veut dire que quand même, ça donne beaucoup d'argent. Et récemment, lors des lois des finances, en 2024, lors de préparation de la loi des finances 2025, le ministre des Finances y est rentré plusieurs fois pour insister sur l'encadrement et la bonne organisation du jeu des hasards. C'est très important. Donc c'est vrai que nous, on va se limiter à passer à l'action, à veiller à ce que la loi soit conforme, qu'on l'adapte à cette situation que nous sommes en train de vivre, parce qu'aujourd'hui on a un courant qui fait en sorte que tous les enfants sont plus emportés, si ce n'est pas tout, mais au moins 40% au-delà, emportés par cette vague de jeux de hasard. Et c'est vrai que si je prends le contexte politique congolais, nous sommes dans un pays où la croissance démographique est tellement rapide, malheureusement, l'État ne suit pas avec des actions concrètes d'encadrement des enfants, des mineurs. Et donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a parfois des délinquances juvéniles, il y a des enfants qui ne sont plus encadrés, il y a des parents, à cause du chômage, qui ne savent plus encadrer les enfants. À cause de la guerre, aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont séparés et effectivement qui espèrent gagner leur vie dans les jeux des hasards. Donc il y a vraiment une responsabilité criante de l'exécutif, mais surtout aussi des nous parlementaires pour songer à ce que nous puissions remettre de l'ordre dans ces terres-là. Donc ce que nous allons faire concrètement, c'est veiller à ce qu'il y ait applicabilité de la loi. Vous avez dit que nous sommes dans un pays où on ne respecte pas les recommandations. Non, en fait, normalement,
le gouvernement est censé respecter toutes les recommandations, je ne sais pas, sauf peut-être exception, je ne sais pas s'il y a d'autres facteurs. Parce que si vous ne respectez pas les résolutions et les recommandations de l'Assemblée nationale, le gouvernement passe dans ce qu'on appelle l'outrage du Parlement. Et ce n'est pas bon d'en arriver là. Et donc jusqu'aujourd'hui, nous faisons quand même de notre mieux à transmettre des recommandations et des résolutions qui sont mises en exécution. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me rappeler des recommandations qui ne sont pas. Si ça passe par l'Assemblée nationale, en tout cas, vous verrez que l'Assemblée nationale est pratiquement à imposer son point de vue à travers le peuple qui est représenté par les députés. Et je vais finir par la dernière question, qui j'ai déjà répondu pourquoi nous avons accepté de porter, donc d'être dans ces projets. C'est parce qu'effectivement, nous voulons servir les peuples. Nous sommes des élus pour représenter le peuple. Merci. Pour vos questions, je vais commencer là où mon collègue a terminé, c'est-à-dire à répondre à Madame Hortense de l'ACP. Pourquoi avoir accepté d'être les champions de la phase 3 du hackathon des bouteilles sur la problématique de la protection des mineurs face aux jeux d'argent et de hasard? Je ne peux pas cacher, en complément de ce que mon collègue a dit, que la réputation des bouteilles et aussi de son directeur, M. Trésor Kibangula, ne sont pas des facteurs à mettre de côté sur l'investissement, là je parlerai pour moi, qui a été le mien sur cette troisième phase du hackathon. Parce que oui, je suis quand même les activités des bouteilles, je suis leur le Talatala qui est une photographie en temps réel des activités du Parlement. J'en suis impressionné. J'ai suivi les différents hackathons. Et c'est le genre d'initiative que la société civile doit vraiment faire. Et j'espère vraiment que ce genre d'initiatives vont se multiplier sur le pays et auprès d'autres acteurs. Parce que lorsque la population, lorsque les citoyens et citoyennes sont actifs, là, vous mettez les institutions et les dirigeants face à leurs responsabilités. Souvent, c'est aussi, et on le dit, les peuples méritent leurs dirigeants, c'est souvent aussi l'attitude du peuple qui détermine la qualité de ses dirigeants. Donc avoir ce genre de structure, ce genre de citoyennes et citoyens décider à faire avancer la société, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé et donc ça m'a permis de joindre aussi les arguments développés par mon collègue pour œuvrer en direction de ce sujet qui concerne beaucoup la jeunesse. En effet, ce qu'il faut faire, nous allons travailler comme des députés nationaux que nous sommes. Les missions des députés, vous les connaissez. Ces instruments, vous les connaissez. Le député étant législateur, il vous représente et il contrôle le gouvernement. En bref, c'est cela. Donc, nous allons mettre en œuvre les attributions qui sont les nôtres pour pouvoir apporter des réponses à cette problématique. Parmi les réponses, ça rejoint ce que plusieurs collègues, plusieurs journalistes ont indiqué dans leurs questions. Qu'allez-vous faire? Nous avons dit ce que nous allons faire. Oui, il faut toujours commencer par le dialogue. Il faut toujours
dialoguer, toujours. Et nous avons clôturé une série de dialogues ici, avec les différents participants qu'Ebouteli a invités. Nous allons continuer ces échanges avecEbouteli. Nous allons initier des échanges avec les différents acteurs, les membres du gouvernement, les sociétés des parieurs et ainsi de suite. L'idée, c'est de pouvoir agir parce qu'en effet, je vois que c'est M. Mutombo, il ne faut jamais désespérer de votre pays et ni même du monde. Le désespoir, le découragement ne doit jamais faire partie de votre vocabulaire. Ce sont toujours des challenges. Hein? Il faut prendre ça comme des challenges, comme des défis. Donc, ne mettez pas l'étiquette sur la manière dont votre pays fonctionne, mais par contre, posez-vous en acteur du changement, c'est tout simplement cela. Et nous, déjà, vous connaissez le dynamisme de mon collègue, nous allons, bon, c'est vrai que lui, il est d'abord politique, il n'est pas le mien, mais nous pouvons agir différemment, mais en atteignant les mêmes objectifs. Donc, nous allons passer à l'action avec force. Je crois que nous aurons déjà ce qui a été retenu ici. Je crois que nous avons déjà avancé parce que nous sommes à l'étape où nous allons nous concerter pour voir comment les mettre en œuvre. Donc, il y a déjà de l'action qui viendra très bientôt. Dommage que la question sur les mécanismes de repérage des adultes, monsieur le journaliste, vous n'avez pas voulu nous donner votre nom ni votre média. Vous êtes le seul à ne pas l'avoir fait. C'est Gloire Tsiloulou de la Radio 6. Ah, merci monsieur Gloire. Vraiment, et nous l'avons dit au cours de ce hackathon, il y a une vraie problématique, c'est que en fait le secteur n'est même pas, il n'y a pas de loi sur le secteur. Pas du tout. Donc la première chose à faire, il faut vraiment qu'il y ait une loi. Puisque le gouvernement a un projet de loi, nous allons, et ça je crois que nous pouvons le faire, nous pouvons écrire à la Première ministre. Nous pouvons écrire au président de l'Assemblée nationale. Si le gouvernement a déjà déposé le projet de loi, qu'il soit inscrit lors du calendrier de la session de septembre 2025. Si le gouvernement ne l'a pas fait, qu'il le fasse pour qu'il soit inscrit. Parce que c'est vraiment la première chose à faire. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons avoir une loi sur le secteur. Parce que même les mécanismes de protection des mineurs ne seront efficaces que si le secteur déjà lui-même a une loi qui le régit. Et là, nous aurons, comme toutes les lois, sur le comment faire. Déjà, si vous avez des idées, vous allez aussi nous les apporter, bien entendu. Le Parlement, les débats au Parlement sont toujours des débats publics. Vous, comme citoyens, vous avez des possibilités de contribuer, comme le font déjà les amis d'Ebouteli. Mais en effet, il faut le dire, les premiers responsables, ce sont les familles. Hein? L'État est démissionnaire, il a reculé sur ses missions essentielles depuis très longtemps. Je pense qu'il avance parce qu'il a pris conscience du retard dans lequel le pays est. Mais les familles aussi sont démissionnaires. Totalement. Les familles sont démissionnaires. Les familles, le système éducatif, est-ce qu'il est adapté? On en a parlé ici. Donc, il y a plusieurs acteurs et il y a plusieurs actions qu'il faut mener. Nous devons les mener ensemble. Ce n'est pas le travail des 7 députés. Nous allons le faire ensemble. Il y a, bon, je crois que l'essentiel des questions ont été posées. Le cadre de concertation, on vous l'a dit, il faut
dialoguer. Ce n'est pas un cadre formel. Les membres du gouvernement et les membres du Parlement ont des possibilités, des facilités de contact. C'est la moindre des choses. Nous, comme députés, nous avons les moyens de nous faire recevoir par le ministre, la première ministre, et vice-versa. Donc, de même qu'on a pu avoir le dialogue avec vous, ce cadre d'échange, nous l'aurons assez facilement avec les ministres concernés, donc ce n'est pas vraiment le problème. Je crois que nous avons répondu à cette première série de questions. Merci beaucoup. Milando de la radio Top Congo FM. On vous a fait porter ces chapeaux, mais moi je pense que vous auriez dû peut-être commencer en amont. Et Bouteli vous a amené en aval, parce que le problème des enfants qui jouent au loto, c'est d'abord la pauvreté, le manque d'emploi, et même l'État lui-même, quand il emploie ses employés, ses fonctionnaires ou agents, paye mal, ou ne les paye même pas. Pourquoi ne pas commencer par, dernièrement, on a promulgué les SMIC, pour que les Congolais aient quand même un salaire. Puisque même ceux qui travaillent chez des étrangers, que ce soit dans les ambassades occidentales ou africaines, les salaires des Congolais sont différents par rapport au personnel étranger. Il y a deux catégories. Les Congolais n'ont presque plus de salaire. L'État paye aux derniers fonctionnaires, je crois, moins de 100 $. Et les salaires des politiciens, des membres du gouvernement, des parlementaires, du président lui-même, nous ne les connaissons pas. Mais nous connaissons au moins les salaires du policier, du militaire, des derniers fonctionnaires. Pourquoi vous ne pouvez pas commencer d'abord pour lutter que les Congolais puissent avoir au moins un salaire décent? Merci. Oui, bon, c'est vrai que pour moi, comme je l'ai dit ici, qui n'ai jamais bu, jamais fumé, jamais mis un pied en boîte de nuit, jamais parié, jamais tout ça. Bon, en fait, ce que vous dites est une partie de la problématique. Mais le vrai problème, ce n'est surtout pas celui-là. Et ça me permet aussi de répondre à une partie de la question de M. Mutombo. En vérité, ce n'est pas la priorité, c'est même pas seulement la protection des mineurs. C'est vraiment un problème sociétal. On ne peut pas quitter sa condition, on ne peut pas devenir un pays plus développé en comptant sur le hasard. C'est juste pas possible. Hein? C'est impossible. Même les personnes qui parient régulièrement, ces personnes-là s'appauvrissent dans l'extrême majorité. Et personnellement, je ne suis même pas favorable, à titre personnel, à l'existence des maisons de paris. Ça ne dépendrait que de moi, ce serait même carrément interdit. Carrément interdit. Parce qu'en fait, ce sont des faux mirages, c'est du mensonge. C'est ça, c'est du mensonge. C'est un fléau. Et il n'y a aucun pays qui s'est développé grâce à celui. Les seuls bénéficiaires du pari, ce sont les sociétés de paris. Ce sont les seuls. Vous voyez, l'État, ceux qui le tirent de là, je voyais la ligne du budget, c'est marginal. Je préfère, c'est tellement marginal que je préfère que l'argent reste dans la poche des concitoyennes et des concitoyens pour que ça nourrisse l'économie différemment. Donc, la vérité, la problématique, elle n'est pas économique. Ce n'est pas une nécessité cruciale pour l'argent. Elle n'est même pas au niveau des familles, car il n'y a aucune famille
qui est sorti de la misère grâce aux jeux d'argent. Le problème, oui, on ne va pas faire un monde imaginaire, on prend le monde comme il est. Il y a déjà des gens qui sont addictifs, qui sont dans cet engrenage. Ça, c'est le monde comme il est. On ne va pas faire de politique fiction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ces personnes qui ont eu l'imprudence de se laisser happer dans cet engrenage sans fin? Et en effet, là, en prenant la question de cette manière, oui, il faut un accompagnement social, il faut des efforts économiques, oui, mais cela, c'est parce que des gens sont déjà entrés dans cet engrenage. Il faut le faire, mais au même moment, il faut éviter que d'autres personnes rejoignent cet engrenage. Donc, je prends la question vraiment de manière biface. Le monde comme il est, les personnes qui y sont déjà, mais aussi que d'autres n'y entrent pas. Et dans tous les cas, c'était la même chose à l'époque où les cigarettes faisaient la pluie de beau temps. Elles ont fermé et les gens fument de moins en moins. Il n'y a plus de publicité sur les cigarettes. C'est interdit pratiquement à la télé. Et le monde ne va pas moins mal. Donc on fera la même chose sur les jeux de paris sportifs. Le monde ne s'en portera pas moins mal du tout. Mais oui, le monde il est comme il est. Ceux qui sont dedans, veillons à les en faire sortir et que d'autres ne rejoignent surtout pas cet engrenage. Moi, avant vos réponses tout à l'heure, mais j'ai une petite question. Est-ce que ce n'est pas une question de responsabilité parce que vous dites que les paris sportifs vendent des rêves, mais les paris sportifs en eux-mêmes, ce sont aussi des sociétés qui créent de l'emploi. À ces niveaux-là, comment on traite la question? Oui, j'ai quelques emplois. Là, je suis vraiment sur une opinion personnelle. Parce que comme je vous l'ai dit ici, moi je suis quelqu'un sur l'efficacité. La distraction, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est aussi une conviction, j'ai toujours été comme ça, c'est vrai, mais c'est aussi une conviction qui s'est renforcée à force d'aller dans les pays où les choses vraiment marchent. Et vous comprenez, au Japon, en Chine, vous comprenez que franchement, il y a toujours des personnes qui seront dans... Il y en aura toujours. Mais l'essentiel, parce que même ici on parle de réduction, vous ne pourrez jamais interdire à 100%, c'est jamais possible. Donc, comme je l'ai dit, le secteur des paris sportifs, l'État peut s'en passer. Même les emplois qui sont là-bas, on peut les compter au bout de... et dans tous les cas, l'État peut et doit proposer des alternatives. Exactement. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas parce que vous êtes en train de souffrir qu'il ne faut pas soigner les causes en aval. Je donne un petit exemple. Vous êtes frappé de diarrhée. C'est vrai qu'il faut chercher à soigner la cause pour savoir pourquoi vous avez la diarrhée. Mais il faut aussi stopper la diarrhée. Parce que si vous dites qu'il faut commencer toujours à chercher la cause en traitant la personne et en train de faire la diarrhée, et finalement vous allez perdre la personne. Si on se réfère à notre cas, c'est vrai qu'on a un problème avec un pays où il faut commencer plutôt à travailler aussi en amont. Mais nous sommes face à des enfants qui sont détruits, qui sont en train de disparaître, qui sont perdus. Avec ce que nous vivons, avec cette histoire de paris foot, le système de jeux de hasard. Est-ce qu'il faut laisser jusqu'au jour où le pays va être réhabilité à sa place dans la bonne gouvernance? Non, il faut attaquer aussi, il faut arrêter l'hémorragie comme on l'a dit. En attendant, on trouve des solutions en amont. Et en passant pour cette question de SMIC, là, vous venez de signer récemment, ça ne portera pas solution au problème que vous avez soulevé en tant qu'intervenant. Parce que vous avez fait allusion plus au secteur privé
Mais le SMIC, là, c'est plus pour le secteur public. Et quand vous prenez les SMIC de 2018, ça n'a rien apporté. Est-ce que vous avez senti l'impact des SMIC de 2018? Je ne crois pas. Et on signe encore aujourd'hui les SMIC à 2025. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que ça change? Surtout, le secteur qui est le plus touché, c'est le secteur privé. Mais j'ajoute, il y a aussi le secteur informel, où il y a au moins 80% d'investissements que nous sommes en train de oublier. Je suis en train de le dire parce que je travaille sur une proposition de loi que je vais déposer dans une semaine. Et cette proposition de loi, c'est pour les salaires. Ça ne sera plus le SMIC, parce que SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Mais là, je vais déposer une proposition de loi dans une semaine pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance. On appelle ça SMIC. Donc, c'est partout au monde entier. Et là, il faut viser le secteur privé, parce que les gens qui souffrent sérieusement, vous l'avez souligné, ce sont des gens qui travaillent dans les ambassades, qui travaillent dans les magasins. À Kinshasa, ici, vous avez à tout moment des grèves, des gens, des camions, des journaliers, tous ces gens, des secteurs des restaurants, des secteurs des hôtelleries. Et partout dans les pays, c'est plus le secteur informel et le secteur privé où il y a beaucoup d'employés qui souffrent. Et donc, il faut réhabiliter ces employés dans leurs droits, dans leur dignité, dans un salaire décent. Parce que vous savez que les femmes de ménage, par exemple, qui travaillent ici, elles touchent 30 $, 40 $, 50 $ difficilement, 60 $ difficilement. Mais avec les SMIC, si on peut atteindre, par exemple, une femme de ménage à 150 $ ou à 180 $, alors ça sera quand même justice pour toute cette catégorie d'employés oubliés complètement. Mais attention aussi, parce que si vous allez avec les SMIC en désordre, ou même les SMIC en désordre, vous allez ruiner l'économie de votre pays. Parce que nous sommes dans un pays qui ne produit pas. Nous sommes dans un pays en guerre. Donc, il y a des préalables, il faut travailler dans le secteur économique. Heureusement, je suis de la sous-commission économie. Il y a beaucoup de préalables pour que les Congolais soient réhabilités. Et ça, ce n'est pas un travail qu'on peut faire urgemment, ce qui est vrai, mais il faut quand même avoir de la volonté pour pouvoir le faire. Je me résigne. C'est vrai qu'il y a des délinquances, on doit protéger les enfants de la délinquance juvénile, on doit protéger les enfants à travers ces jeux de hasard, mais c'est vrai aussi, comme nous l'avons soulevé dans les débats, il y a une responsabilité de l'État, et c'est là où nous, en tant que parlementaires, nous devons renforcer les différents outils que dispose l'État congolais pour permettre à ce que l'enfant soit protégé, mais aussi qu'on puisse réhabiliter cet enfant au lieu, il y avait une question qu'on avait posée à la première position, au lieu que cet enfant puisse toujours aller jouer au pari-foot ou alors au jeu de hasard, on lui offre quand même les cadres où il peut être éduqué normalement, où on les prépare à remplacer les gens qui sont en train de travailler pour le moment, à s'occuper vraiment, à investir dans lui pour prendre la relève quant à ce qui concerne l'avenir de notre pays. Donc c'est vraiment important de traiter cette question en amont, tout comme en avant, où il faut arrêter d'encourager. Entre-temps, on trouve d'abord des solutions aussi en amont. Merci. Deux, le jeu de hasard, ça suppose qu'il doit y avoir un consentement préalable et une décision éclairée prise pour pouvoir s'y lier. Mais hélas, le mineur, parce qu'on l'appelle mineur, il n'a pas encore un consentement jusque-là éclairé, comme le dit la loi, parce que vous savez de plus que moi que tout consentement d'un mineur ou d'une mineure devant la loi est invalide. C'est dans ce sens que nous, majeurs, nous avons la responsabilité sociétale d'encadrer ces mineurs qui seront les adultes de demain. C'est pourquoi, pour cette fois-ci, parce que nous sommes conscients que les jeux du hasard, les jeux d'argent sont devenus un sport national, un sport de combat, nous devons devoir réfléchir sur comment encadrer le mineur sur cette question spécifique de s'adonner à des jeux de hasard qui constituent une drogue à laquelle on peut s'y passer. Au nom de tous les participants,
participants, nous vous remercions, chers honorables, pour votre engagement, pour votre énergie, pour votre temps que vous avez consacré à cette 3e édition de l'hackathon législatif lié à la protection de mineurs face au jeu des hasards en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est la fin de cette conférence des presses. Nous allons nous retrouver très bientôt pour une prochaine édition. Merci. D'abord.